Ça fait très longtemps qu'on s'intéresse aux acides et aux bases. Dès l'époque de la Grèce antique, on essayait de catégoriser les substances en différentes familles. Ceci dit, la chimie n'était évidemment pas avancée à ce moment, de sorte que l'un des tests les plus fiables disponibles était de goûter aux différentes substances. On classifiait les substances en 4 catégories. Les substances qui avaient un goût amer, un goût aigre, un goût sucré ou un goût salé. Le temps a passé et les Romains se sont également intéressés à la classification des différentes substances. Les Romains se sont mis à appeler les substances aigres acides. Justement, le terme acide est dérivé du mot latin acere qui veut dire aigre. Donc dans le mot acide, ça sous-entend que c'est des substances qui vont avoir le goût aigre. Donc, les Romains avaient connaissance qu'il y avait certaines substances qui étaient acides. Par exemple, à l'époque, ils utilisaient beaucoup de vinaigre. Ils disaient que le vinaigre était acide. Maintenant, on sait que dans le vinaigre, il y a de l'acide acétique. Donc, c'était vrai que c'était une substance qui était acide. Les Romains utilisaient aussi beaucoup de jus de citron. Puis, ils disaient que cette substance-là était acide. Et de nos jours, on sait que dans le jus de citron, il y a de l'acide citrique, qui est une molécule de formule C6H8O7. Donc, ils ne s'étaient pas trompés là-dessus non plus. Par contre, il n'y avait clairement aucune idée de la structure des molécules, puis même à ce moment-là, on ne savait même pas que les molécules existaient, on ne savait pas que les atomes existaient, les protons, les électrons et tout ça. Donc, il n'y avait vraiment pas de connaissance sur la structure microscopique de ces substances-là. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on ait des connaissances un petit peu plus poussées par rapport aux acides et aux bases. Donc, par exemple, en 1300, il y a des scientifiques qui ont commencé à utiliser du papier litmus, qui est un petit peu l'ancêtre du papier pH. On s'est rendu compte que ce papier-là, lorsque placé dans une solution acide ou basique, il pouvait changer de couleur, puis ça nous indiquait en fonction de la couleur si on avait affaire à une solution qui était acide ou basique. Mais encore une fois, on n'avait aucune idée de la structure vraiment des molécules au niveau microscopique. Il a fallu attendre en 1880 avant d'avoir une première définition utile de ce qu'était un acide ou une base au niveau microscopique. Donc, Arrhenius a proposé qu'un acide allait être une substance qui allait être un producteur de H+. Donc, on sait que HL est un acide fort et on sait que HL, quand il se dissocie en solution, il va former du H+, et du Cl-. Donc, comme il forme du Cl-, c'est pour cette raison que le HL est considéré comme un acide, selon la théorie d'Arrhenius. Pour les bases maintenant, Arrhenius a avancé que les bases seraient des producteurs de OH-. Donc, on sait que NaOH est une base forte, puis justement, NaOH en solution se dissocie en Na+, et en OH-. Donc, ça répond à la définition d'Arrhenius pour une base. Il y avait un problème, par contre, on savait qu'il y avait des composés comme NH3, qui étaient des bases. Donc, ça, c'était clair que c'était une base. Il y avait des données, il y avait des observations au laboratoire qui nous indiquaient que NH3 était une base. Par contre, sur la théorie d'Arrhenius, c'est vraiment impossible que NH3 soit capable de produire du OH-, parce qu'il n'y a tout simplement aucun oxygène dans les molécules de NH3. Donc, comment se fait que NH3 est une base? Il a fallu attendre 43 années avant d'avoir une définition qui pouvait expliquer pourquoi NH3 est une base. Donc, Brownson et Lowry, qui étaient deux chimistes, deux scientifiques, qui ont proposé un peu une définition similaire en même temps. Donc, ils ont proposé que les acides allaient non pas être des producteurs de H+, mais des donneurs de protons. Ici, quand on parle de protons, là, on fait référence à H+. Donc, pourquoi? Normalement, dans un hydrogène, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un proton et il y a un électron. Donc, si je prends un hydrogène et que je lui enlève son électron, je vais écrire H+, puis dans cet hydrogène-là, il va seulement rester un proton. Donc, H+, c'est comme de dire qu'il y a seulement un proton dans l'atome. Donc, au lieu de dire H+, on va dire proton. Donc, en chimie des solutions, quand on va dire donneur de protons, ça veut tout simplement dire donneur de H+. Le HCl, c'est un acide, puis selon la théorie de Brownstead-Lowry, ce ne serait pas un producteur de H+, mais ce serait un donneur de protons. Ça revient un petit peu au même, mais ça implique que c'est un donneur de protons qui doit le donner à quelqu'un. Donc, si on met du HCl en solution aqueuse, il va y avoir de l'eau. Donc, on va supposer que le HCl va donner son proton à la molécule d'eau. Donc, le HCl, en donnant son proton, va devenir du Cl-. Et le H2O, en recevant le proton du HCl, va devenir H3O+. Et donc, ça, ce serait l'équation qui expliquerait pourquoi HCl est un acide selon la théorie de Brownstead-Lowry. Maintenant, du côté des bases ne seraient pas des producteurs de OH-, mais les bases seraient des accepteurs de protons, donc des accepteurs de H+.
Donc, si on prend l'exemple du NH3, tout à l'heure, on a dit que le NH3 est une base, mais qu'il ne pouvait pas donner de OH-. Donc, comment se fait que le NH3 est une base? Puis, ça va être un accepteur de protons. Donc, si c'est un accepteur de protons, il doit accepter le proton de quelqu'un d'autre, d'une autre substance. Et puis, comme on suppose que le NH3 va être en solution aqueuse, donc en solution aqueuse, il y a beaucoup d'eau, il va accepter le proton du H2O. Donc, le H2O, en donnant son proton au NH3, va devenir du OH-. Et le NH3, en acceptant le proton de l'eau, va devenir du NH4+. Donc, de cette façon, on voit bien ici que même si dans NH3, il n'y a pas d'oxygène, le NH3 va être capable de faire apparaître du OH- en solution. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, sa basicité, selon la théorie de Brownstein-Lowry. Dans l'équation du haut, on a déjà dit que le HL était un acide. Mais ici, donc cet acide-là va être capable de donner un proton au H2O. Donc, le H2O va recevoir un proton. Puis justement, s'il reçoit un proton, mais ça correspond à la définition d'une base. Donc, dans cette équation-ci, le H2O va jouer le rôle de la base. Donc, selon la théorie de Brownstein-Lowry, dans une équation, il va toujours y avoir un acide qui va donner son proton et une base qui va recevoir son proton. On sait aussi que les réactions acide-base sont toujours potentiellement réversibles. Donc, cette équation-là pourrait aussi avoir lieu dans le sens inverse. Si la réaction avait lieu dans le sens inverse, eh bien, le H3O+ se transformerait en H2O. Donc, le H3O+ donnerait son proton à quelqu'un, donc jouerait le rôle de l'acide. Et si on faisait la réaction inverse, donc le Cl- accepterait le proton du H3O+ pour devenir HCl, donc lui jouerait le rôle de la base. Donc pour cette raison-là, on va dire que H3O+, c'est l'acide conjugué et le Cl- c'est la base conjuguée. Donc acide conjugué, base conjuguée, c'est les noms qu'on donne au composé qui jouerait le rôle de l'acide, puis le composé qui jouerait le rôle de la base si on faisait la réaction inverse. Même chose avec l'équation du bas. Donc, dans l'équation du bas, le NH3 est une base parce qu'il accepte le proton du H2O. Mais justement, le H2O donne son proton au NH3. Donc, s'il donne son proton, il va jouer le rôle de l'acide. Donc, dans cette équation-là, le H2O ici est un acide. Encore une fois, toutes les réactions acide-base sont potentiellement réversibles. Donc, si on faisait la réaction inverse ici, le NH4 donnerait son proton au OH-, donc jouerait le rôle de l'acide. Si on faisait la réaction inverse, le OH- accepterait le proton du NH4+, donc jouerait le rôle de la base. C'est pour cette raison-là que le OH- on l'appelle base conjuguée et le NH4+, on l'appelle acide conjugué. Encore une fois, au risque de me répéter, acide conjugué, base conjuguée, c'est le nom qu'on donne aux espèces justement qui joueraient le rôle de la base ou de l'acide si on faisait la réaction inverse. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué que dans l'équation du haut, le H2O joue le rôle de la base et que dans l'équation du bas, le H2O joue le rôle de l'acide. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des substances qui sont capables d'être soit des bases, soit des acides, tout dépendamment de la situation ou la solution dans laquelle on les place. Donc, ces substances-là ont un nom spécial. On appelle ça des substances amphotères et l'eau est justement une substance amphotere. Maintenant, vous avez sûrement déjà entendu parler d'acide fort et d'acide faible. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Un acide fort va être une substance qui va se dissocier complètement en solution. Donc, le HNO3, selon la théorie de Brownstein-Lowry, lorsqu'il est un acide, il va donner un H+, il va donner un proton, dans ce cas-ci au H2O, pour former du H3O+, et du NO3-. Donc, si c'est un acide fort, la dissociation va être complète, donc on va mettre une flèche qui va seulement dans un sens. Par contre, d'autres substances sont des acides faibles. Les acides faibles vont seulement se dissocier partiellement. Et comme elles se dissocient partiellement, on va mettre une flèche d'équilibre au milieu, puis il y a un équilibre qui va s'installer. Comme il y a un équilibre qui s'installe, on va pouvoir calculer une constante d'équilibre comme d'habitude. Puis d'une constante d'équilibre, on prend toujours la concentration des produits, divisée par la concentration des réactifs. Puis on remarque ici que la molécule d'eau n'est pas dans l'équation parce qu'ici l'eau est sous la phase liquide, sous l'état liquide, et les liquides ne sont jamais inclus dans la constante d'équilibre, seulement les substances aqueuses et les substances gazeuses. Ici aussi, on voit que la constante d'équilibre s'appelle Ka, Ka pour constante d'acidité. Qu'on calcule une constante d'acidité ou Ka ou une constante d'équilibre Kc, c'est exactement le même calcul, exactement le même concept. On fait juste donner un nom différent pour spécifier que c'est une constante d'équilibre propre à un acide, dans ce cas-ci le HCO2H. Le même concept est applicable aux bases. Donc, par exemple, KOH est une base forte. C'est une base forte parce que quand on le place en solution aqueuse, il va se dissocier complètement. Comme il y a une dissociation complète, on met une flèche qui va seulement dans un sens. Donc, la réaction est complète vers la droite et on va former 100% de OH- par rapport à la quantité de KOH qu'on avait au départ. D'autres bases sont faibles. Par exemple, le CH3NH2 est une base faible. Ici, on l'a écrit
selon la théorie de Bronsted-Lowry, où une base va être un accepteur de protons. Donc, si la base est un accepteur de protons, elle doit accepter le proton du H2O pour donner du CH3NH3+, et du OH-. Comme c'est une base faible, on met une flèche d'équilibre, donc il y a un équilibre qui va se créer, et à chaque fois qu'il y a un équilibre qui se crée, on peut calculer une constante d'équilibre. Cette fois-ci, on va l'appeler KB pour constante de basicité. Donc, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Encore une fois, H2O n'est pas inclus dans l'équation d'équilibre parce qu'il est sous la forme liquide, et les substances liquides ne sont pas incluses dans une constante d'équilibre. Donc, on calcule Ka, constante d'acidité, Kb, constante de basicité, ou Kc, constante d'équilibre. Les calculs demeurent les mêmes. Comment fait-on pour identifier un acide fort ou une base forte? Bon, il y a certaines règles très simples. Premièrement, tous les acides du groupe 7 du tableau périodique, c'est-à-dire HCl, HBr, Hi, vont être des acides forts. Exception, HF. Donc, vous voyez que HF n'est pas écrit. HF n'est pas dans la liste parce que HF, même si c'est un acide du groupe 7 du tableau périodique, c'est-à-dire qu'il y a une halogénure attachée à un hydrogène, il va être un acide faible, et non pas un acide fort. Certains oxacides sont également des acides forts, par exemple HNO3, H2SO4, HClO4. Donc ça, il va falloir se souvenir de ça par cœur, que ces substances-là vont être des acides forts qui vont se dissocier complètement en solution. Du côté des bases, il y a un petit peu plus d'exemples, mais c'est pas plus difficile à retenir, donc il y a une logique derrière ça. Tous les hydroxydes du groupe 1 du tableau périodique, donc hydroxyde voulant dire OH, le groupe 1 étant les alcalins, donc par exemple OHLI, OHNA, OHK, OHRB, OHCS. Toutes ces substances sont des bases fortes qui vont se dissocier complètement en solution. Et puis tous les hydroxydes du groupe 2 du tableau périodique, donc tous les hydroxydes attachés à des alcalins, donc le MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2, vont tous être des bases fortes qui, encore une fois, vont se dissocier complètement en solution. Dernier élément dont on va parler dans cette vidéo, c'est les acides polyprotiques. Donc, qu'est-ce qu'un acide polyprotique? Prenons par exemple H2SO3. Non, H2SO3 est un acide faible qui va se dissocier partiellement en solution. Donc, ça c'est l'acide, ça c'est la base. Donc, H3+ va être l'acide conjugué. HSO3- va être la base conjuguée. Ici, cette base conjuguée-là, on voit qu'il lui reste un H. Donc, qu'est-ce qui peut se produire? Bon, mais le HSO3- va être capable à son tour de se dissocier pour générer du H3+ et du SO3-2-. Donc, on se rend compte qu'à partir du H2SO3, il peut y avoir une première donation de protons et une deuxième donation de protons. Donc, on appelle ça des acides polyprotiques parce qu'ils ont plusieurs protons à donner. Puis dans ce cas-là, on pourrait même spécifier que c'est un acide diprotique. Diprotique car il est capable de libérer 2 protons. Donc, pour chacun de ces équilibres-là, il va y avoir une constante d'acidité, c'est une constante d'équilibre associée à ces équilibres-là. Puis, les constantes d'équilibre ne seront jamais les mêmes. Okay? Donc, l'équilibre de la première étape ne sera jamais le même que l'équilibre de la deuxième étape. Donc, les valeurs vont toujours différer ici. Il existe plusieurs acides polyprotiques. Parmi ceux-ci, il y a l'acide phosphorique, l'acide carbonique, l'acide sulfurique, et il y en a bien d'autres. Donc, le truc pour les identifier, c'est à chaque fois qu'une substance va avoir plus d'un hydrogène, en théorie, elle va être capable de libérer plus de 1 H. Ça ne veut pas dire que toutes les substances vont être capables, mais beaucoup d'entre elles vont être capables de libérer plus d'un H.